niveau de la Banque de France, on est au 3. Вон, смотрите. I'm gonna rape the girls, I might rape the guys, I might have sex, I want it all! L'art peut émerveiller, mais parfois il terrifie et il choque à tout jamais. Il peut transformer le corps en terrain de souffrance et la violence en langage. Dans cet iceberg, vous découvrirez des performances où le spectateur est devenu témoin, mais aussi complice d'actes innommables. Des œuvres fascinantes, mais profondément dérangeantes. À la fin, certaines images resteront gravées dans votre esprit, à tout jamais. Et vous verrez que l'art peut être bien plus sombre que ce que vous n'aviez jamais imaginé. La plupart des performances que je vais montrer dans la vidéo sont très violentes et graphiques, donc forcément je vais devoir flouter pas mal de choses. Mais si vous voulez voir la version non censurée de la vidéo, eh bien, elle sera disponible sur Patreon et sur Tipeee, lien en description. Je pense que vous connaissez déjà le concept d'un iceberg, mais je vais quand même le rappeler au cas où. Donc c'est crescendo, au début c'est relativement soft, et à la fin de la vidéo c'est quand même très violent. Donc voilà, vous êtes prévenus, commençons. Imaginez un grand cube de verre, froid, aseptisé, éclairé par des néons. À l'intérieur, une machine industrielle dotée d'un bras robotique massif, programmée pour une seule tâche, contenir une flaque de sang. Le liquide rouge s'étale lentement sur le sol, et dès qu'il déborde, le bras s'active, agitant frénétiquement sa pelle métallique pour le repousser vers le centre, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Cette machine n'est pas une simple installation mécanique, c'est une créature épuisée, un automate condamné à nettoyer sa propre hémorragie pour l'éternité. L'œuvre s'appelle Can't Help Myself, je ne peux pas m'en empêcher. Elle est apparue en 2016 au musée Guggenheim de New York. Les artistes, Sun Yuan et Peng Yu, deux figures majeures de l'art contemporain chinois, sont connus pour leurs œuvres dérangeantes, souvent violentes ou macabres. Ici, ils utilisent la froideur de la technologie pour parler de ce qu'il y a de plus profondément humain, la fatigue, la répétition, l'absurdité de l'existence. Pour ceux qui aiment la philosophie et ou la mythologie, ça vous rappellera peut-être le mythe de Sisyphe, où le héros a comme pour châtiment de devoir pousser une immense pierre au sommet d'une montagne, d'où elle finit toujours par retomber, contraint ainsi à répéter la même tâche éprouvante jour après jour, heure après heure. Présentée pour la première fois au musée Guggenheim de New York, la machine a captivé et terrifié des milliers de visiteurs. Au fil des années, son système s'est lentement usé, le bras a commencé à bouger moins vite, à trembler, à rater ses gestes, comme si la machine, elle aussi, mourait à petit feu. Ce robot, enfermé dans sa cage de verre, devient alors une métaphore universelle, celle de l'homme moderne, prisonnier de sa routine, luttant sans relâche pour contenir le chaos jusqu'à l'épuisement total. Un symbole tragique de notre époque et plus généralement de la condition humaine. Can't Help Myself, un titre simple, presque ironique, parce qu'au fond cette machine ne fait qu'obéir à son programme. Can't Help Myself, je l'avais découvert il y a des années, je ne saurais pas dire combien de temps exactement. Tout ce que je sais, c'est que ça m'avait énormément marqué, et je me sentais obligée de l'inclure dans cet iceberg. Je trouve que ça représente vraiment l'existence humaine, dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute son horreur. Et c'est pour ça que je trouve cette œuvre aussi marquante, et du coup forcément aussi perturbante. Piero Manzoni, artiste italien et maître de la provocation conceptuelle, décide de pousser le marché de l'art dans ses retranchements les plus absurdes. Il remplit 90 petites boîtes métalliques, et dessus il inscrit noir sur blanc « Merda d'artista, contenu net 30 grammes, conservé au naturel ». Oui, il prétend y avoir mis ses propres excréments, vendus au poids de l'or, numérotés, scellés, exposés comme des reliques sacrées. L'œuvre est une provocation autant qu'un test. Jusqu'où les collectionneurs iront-ils ? Que vaut l'aura d'un artiste ? Est-ce que la merde, une fois estampillée art, devient précieuse ? Le pire, ou le plus génial, c'est que les boîtes se vendent, certaines même atteignent des prix indécents. C'est de la merde, c'est tout. Si vous voulez en acheter une, écoutez, c'est tout à fait possible. Regardez, il y en a pas mal de trouvables sur eBay. Si vous êtes prêt à lâcher quelques centaines d'euros, vous aurez ce sublime artefact. Je me suis renseignée pour vous, je suis sympa, je sais, me remerciez pas. Manzoni ne cherche pas la beauté, vous vous en doutez. Il expose le ridicule d'un système qui sacralise tout dès qu'une signature le touche. Et la question centrale demeure encore aujourd'hui, les boîtes contiennent-elles vraiment de la merde ? Personne ne veut les ouvrir, parce que les ouvrir, ce serait tuer la valeur. C'est un peu un chat de Schrödinger. Une merde de Schrödinger, du coup.
Cette œuvre, c'est, je pense, un des plus gros doigts d'honneur qui a été fait au monde de l'art. Mais du coup, j'aime bien. Voilà. Imaginez une scène vide et silencieuse. Au centre, une femme assise, immobile, vêtue d'une simple robe. Devant elle, un public calme et curieux. La femme s'appelle Yoko Ono, et ce qu'elle va leur demander, c'est simple, mais dérangeant. Un par un, les spectateurs sont invités à s'approcher d'elle, à prendre une paire de ciseaux posés au sol, et à couper un morceau de ses vêtements. Sans consigne, sans limite, sans jugement. Au début, les gestes sont timides, hésitants. Les gens coupent un petit bout de tissu, un pan de manche, un ourlet. Mais au fil des minutes, quelque chose change. Le public devient plus audacieux. Les ciseaux s'approchent de sa peau. Les rires se mêlent au malaise. Et Yoko Ono, toujours immobile, continue de fixer la salle. Impassible, vulnérable, exposée. Nous sommes en 1964. Yoko Ono, c'est une artiste musicienne et performeuse japonaise, née en 1933 à Tokyo. Figure emblématique de l'avant-garde, elle est l'une des pionnières du mouvement Fluxus, qui voulait abolir les frontières entre l'art et la vie quotidienne. Ses œuvres explorent des thèmes comme la paix, la violence, le corps et la participation du public. Bien avant d'être connue comme la compagne de John Lennon, Yoko Ono s'est imposée comme une artiste radicale, conceptuelle et profondément politique. Mais Cut Piece va plus loin, c'est une œuvre sur la violence du regard, sur la position de la femme dans la société et sur la complicité silencieuse du public face à l'humiliation. Chaque coup de ciseau devient un acte symbolique, un test moral. Avec Cut Piece, Yoko Ono n'a pas seulement créé une performance, elle a révélé sans un mot la part d'indécence et de voyeurisme que chacun porte en soi. Imaginez une petite salle de bain publique à Pékin au milieu des années 90. Les murs sont sales, l'air est lourd, étouffant. C'est là que l'artiste chinois Zhang Huan décide de s'asseoir, totalement nu, et de laisser des centaines de mouches envahir son corps. Zhang Huan est un artiste chinois né en 1965, figure majeure de la performance en Asie. Dans les années 90, la Chine sort à peine de décennies d'austérité et entre dans une ère d'ouverture économique. Pékin change, mais la pauvreté, la saleté et la censure sont encore partout. L'art contemporain, lui, est presque tabou. Les artistes sont surveillés, marginalisés, souvent considérés comme fous ou dangereux. C'est dans ce contexte que Zhang Huan réalise une performance qui marquera les esprits. 12 mètres carrés. Dans une salle de bain publique minuscule, il s'assoit nu, le corps recouvert de miel et d'huile de poisson. Les minutes passent, les premières mouches arrivent, puis des dizaines, puis des centaines. Elles se collent à sa peau, rampent sur son visage, entrent dans sa bouche, ses yeux, ses oreilles. Zhang Huan ne bouge pas, il reste impassible. L'œuvre parle de la dignité humaine, de l'insalubrité des villes chinoises et du silence imposé aux plus pauvres. Quand il se lève enfin, il marche jusqu'à un lac voisin pour se baigner, comme pour se purifier. Un peu comme un baptême ou un semblant de renaissance. Imaginez une pièce blanche, silencieuse, éclairée au néon. 4 personnes torse nu sont alignées face à un mur. Elles ne sont pas des modèles, pas des volontaires enthousiastes, elles sont des travailleurs précaires recrutés par l'artiste pour une performance. Leur mission, rester immobiles pendant qu'un tatoueur trace sur leur dos une ligne droite de 160 cm, d'un corps à l'autre. Cette œuvre, signée par Santiago Sierra, choque par sa froideur, mais c'est précisément le but. Sierra, c'est un artiste espagnol né en 1966, connu pour ses performances provocatrices où il paie des gens, souvent pauvres, sans papier ou marginalisés, pour accomplir des actions absurdes, humiliantes ou douloureuses. D'après lui, ce ne serait pas pour exploiter gratuitement, mais pour montrer que l'exploitation réelle existe déjà, chaque jour, dans le monde du travail. Dans 160 cm tatoués sur 4 personnes, la ligne devient une cicatrice collective, un symbole de la hiérarchie, de la division sociale et du prix du corps dans le système capitaliste. Chaque dos, marqué à jamais, raconte le même message, la souffrance peut s'acheter. Les participants ont reçu une somme dérisoire, juste assez pour survivre, et le public, lui, regarde, fasciné, gêné et complice malgré lui. Santiago Sierra, de par cette œuvre, il reproduit finalement tout ce qu'il critique. Donc est-ce que le faire avec de bonnes intentions, ça rend ça valable ou pas? C'est subjectif, à vous d'en juger. Un silence glaçant, une lumière blanche, une pièce nue, sans décor. Sur une table, un homme à moitié nu est recouvert de bandages. Autour de lui,
des scalpels, des fioles, du sang et même des poissons morts. C'est Rudolf Schwarzkogler, artiste autrichien, membre du mouvement Vienna Actionism, ce courant qui dans la Vienne des années 60 a fait du corps humain un champ d'expérimentation extrême. Mais contrairement à ses confrères, Schwarzkogler ne hurle pas, ne s'agite pas, il opère dans le silence, cliniquement, froidement. Ses performances, qu'il appelle Aktionen, ne sont pas faites pour être vues en direct, elles sont photographiées, soigneusement mises en scène. Chaque image est un rituel figé, des bandages, des seringues, du sang qui coule sur une peau pâle, un visage recouvert de pansements, des fils électriques glissés dans la bouche, tendus comme pour suturer la chair, ou encore un poisson mort posé sur son sexe, qui serait pour lui un symbole obscène et sacré à la fois. Tout est blanc, propre, méthodique, mais sous cette surface clinique, la souffrance est le point central de ses œuvres. Pendant longtemps, une légende a circulé qu'il se serait castré en direct pour l'art avant de mourir de ses blessures. C'est totalement faux. Mais cette rumeur, alimentée par la brutalité des images qu'il fait, a façonné son mythe d'artiste extrême. Rudolf Schwarzkogler est mort en 1969, à seulement 28 ans, après une chute accidentelle d'une fenêtre. Ces photographies existent encore aujourd'hui, elles dérangent toujours autant. Elles ne montrent pas la mort, mais le moment juste avant. Le moment où le corps cesse d'être un être humain pour devenir un martyr. Imaginez une galerie, silencieuse, vide, où chaque pas du public résonne sur le plancher. Sous vos pieds, invisible, un homme est caché, mais il écoute et surtout, Il agit. cet homme, c'est Vito Acconci, et ce qu'il fait n'est pas du tout innocent. Sous le plancher, il se touche à l'endroit que vous imaginez, parlant, respirant, exposant ses fantasmes au monde, mais le public n'est au courant de rien. Aucun mot, aucun avertissement, aucune possibilité de consentement. Chaque visiteur devient un acteur involontaire, complice malgré lui d'une intimité non désirée. Nous sommes en 1972, à New York, en pleine effervescence de l'art conceptuel. Acconci pousse l'art à ses limites, il transforme l'espace public en terrain de désir et de transgression, où le voyeurisme et la gêne se mêlent, et où le spectateur réalise qu'il est pris au piège d'une expérience qu'il n'a jamais acceptée. Lorsque certains spectateurs finissent par comprendre ce qui se passe sous leurs pieds, le malaise est total. Ils prennent conscience qu'ils ont été involontairement impliqués dans un acte intime et ressentent à la fois gêne, culpabilité et fascination. Seedbed n'est pas seulement une performance sur le corps et le sexe, c'est une confrontation directe avec le consentement, la vulnérabilité et la culpabilité. À l'époque, l'œuvre a été extrêmement controversée, certains l'ont accusée de provocation gratuite ou d'exhibitionnisme, tandis que d'autres y ont vu une analyse radicale de l'intimité et de l'espace public. Vous marchez sur l'œuvre, mais elle marche sur vous également. Est-ce que c'est de la branlette intellectuelle ? Peut-être. C'est subjectif après tout. Et quand vous quittez la galerie, vous réalisez que vous avez été piégé dans une intimité qui n'était pas la vôtre, et que cette expérience vous hantera plus longtemps que vous n'imaginiez. Pour l'anecdote, Marina Abramovic, une artiste performeuse serbe dont nous allons reparler dans cette vidéo, a reproduit cette même performance en 2005 au musée Guggenheim de New York. Okay, I spread my legs. C'est très rare dans le monde artistique de reproduire la performance de quelqu'un d'autre, mais elle l'a fait à l'occasion de 7 Easy Pieces, qui est un assemblage de 7 performances qui ont influencé son propre développement en tant qu'artiste et auxquelles elle rend hommage en les réinterprétant à sa manière. Elle expliquera dans des interviews les difficultés qu'elle a rencontrées en reproduisant Seedbed. And actually, that piece required masturbation of 8 hours under the stage, and public can just hear my voice on the top. I take this stuff seriously. So it was complicated because it was like, I had to do this 7 hours. I think I have more than 5 orgasms. It was really difficult because next day I have to do performance. It's completely something else with Gina Pane. I was exhausted. But this piece with the Vito Acconci, which he done the same action, also the all day long, it was interesting because he was producing something. He was producing seed, and it's called Seedbed. And what the woman also produced something, produced humility. So I wanted to do the male piece with the female energy. Une salle nue, un lit en métal, des bougies allumées. Gina Payne s'allonge dessus, lentement. La chaleur monte, les flammes brûlent petit à petit sa peau. Elle ne bouge pas,
Le public regarde tétanisé la douleur envers l'artiste qui pousse ses mains à se contracter incontrôlablement. Tout ça mêlé à l'odeur de chair brûlée qui envahit rapidement la pièce. Nous sommes au début des années 70. Gina Payne, artiste italienne née en France, repousse les limites du body art. Son matériau, c'est son propre corps, son langage, c'est la douleur. Dans The Conditioning, elle se brûle volontairement sur ce lit incandescent, composé de nombreuses bougies allumées. Dans d'autres performances, comme Non-Anesthesized Climb de 1971, elle grimpe et descend pieds nus sur une structure en forme d'échelle dont chaque barreau est recouvert d'éclats métalliques tranchants. Elle monte et redescend jusqu'à que ses pieds en viennent à saigner abondamment. Cette même année, elle propose la performance Food TV News Fire, où elle mange du bœuf haché cru en regardant des images d'actualité de la guerre du Vietnam, tout en ayant une lumière vive qui l'éblouit complètement, puis finit par vomir le bœuf cru. En 1973, donc la même année que The Conditioning, aka le lit de bougies, elle rentre vêtue de blanc dans une galerie avec un bouquet de roses. Elle en retire les épines et se transperce le bras avec. Ensuite, elle prend une lame de rasoir et s'ouvre l'intérieur de la main, jusqu'à que le sang coule et que des gouttes tombent sur le sol. Ce genre de performance, Gina Payne, elle en a fait énormément. Elle a léché des morceaux de verre, s'ouvrant ainsi la langue. Elle s'est également fait des incisions avec une lame de rasoir sur les paupières, le ventre, les bras, le cou, les oreilles. Ses œuvres tournent toujours autour de la souffrance et de la maltraitance de son propre corps. Payne veut que le spectateur ressente dans sa chair la douleur même d'exister. Son corps devient un champ d'expérience, un laboratoire de douleur. Pour Gina Payne, l'art ne devrait pas être beau, il devrait faire mal, physiquement et moralement. Pendant des années, elle a gravé son œuvre dans sa propre chair. Pas pour choquer, mais pour que personne n'oublie ce que c'est que d'être vivant. Elle disait « L'art doit traverser la chair pour atteindre l'âme. » Pour l'anecdote, Marina Abramovic a également rendu hommage à l'œuvre The Conditioning de Gina Payne dans Seven Easy Pieces en recréant la performance elle-même. Los Angeles, 1971. Dans une grande pièce blanche se tient un homme. Chris Burden, jeune artiste américain connu pour ses performances radicales et provocantes, se tient debout, immobile, face à un public attentif. Le pays est secoué par la guerre du Vietnam et la violence est partout, dans les journaux, dans les rues. À quelques mètres, un ami à lui lève un fusil et lui tire dans l'épaule. Une balle réelle et une douleur tout aussi réelle le foudroie instantanément. Burden pourtant ne bouge pas, il reste de marbre. Le spectateur, lui, retient son souffle, pris dans l'horreur et la fascination. Shoot ne simule rien. C'est une confrontation directe avec la vulnérabilité, la violence et la mortalité. Burden critique la fascination humaine pour le danger et la violence et reflète la brutalité omniprésente de son époque. Notamment dans un contexte où la guerre du Vietnam était le sujet dans toutes les bouches. À l'époque, la performance choque profondément. Certains dénoncent un acte irresponsable, d'autres saluent l'exploration radicale des limites physiques et morales de l'art. Quand la balle touche son épaule et que le sang se met à couler, la frontière entre vie et art disparaît totalement. Le public y comprend alors qu'il a affaire à quelque chose de profondément réel, de profondément brutal et surtout d'inoubliable. Dans les années 1990, entre Paris et New York, sur une table d'opération, éclairée par des néons chirurgicaux, une femme est allongée, éveillée. Son visage est couvert de marques, son corps préparé pour la chirurgie. Autour d'elle, des médecins en blouse, des caméras et un public. Ce n'est pas vraiment un bloc médical, c'est plutôt une mise en scène. Et la patiente n'est pas malade. C'est Orlan, artiste française. Je suis Orlan. Autant pour moi. Pionnière de la carnal art, l'art charnel. Entre 1990 et 1993, Orlan subit une série de 9 sessions de chirurgie esthétique en direct, retransmises dans des galeries et des musées du monde entier. Mais elle ne cherche pas la beauté, chaque opération devient une performance symbolique et conceptuelle, une mise en scène où la douleur, la chair et la transformation deviennent un langage artistique. Elle demande au chirurgien de modifier son visage selon les canons de beauté des grandes œuvres de l'histoire de l'art, le front et les sourcils de la Joconde de Léonard de Vinci, le menton de la Vénus de Botticelli,
Les lèvres d'Europe de François Boucher, mais le résultat n'est pas harmonieux et il n'a pas la volonté de l'être. La chirurgie esthétique est un phénomène de société actuel. Et j'ai voulu effectivement utiliser la chirurgie esthétique, mais en la déréglant complètement, en les détournant de son projet d'amélioration et surtout souvent d'imiter certains modèles. J'ai voulu lutter contre les stéréotypes. Et j'ai fait une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire, de la monstruosité, de la laideur, de l'indésirabilité. Et pour ce faire, j'ai fait placer des implants qu'on met habituellement sur les pommettes de chaque côté du front, ce qui crée 2 bosses. Et ça a très très bien marché. Et dès qu'on fait dans l'art quelque chose d'un peu différent que ce qui est prévu au programme, tout le monde est dans la controverse. On dit que c'est horrible. Et effectivement, on a dit toutes les choses horribles qu'on a dit contre les impressionnistes, on les a dit aussi contre moi. On a dit qu'ils ne savaient pas peindre, que c'était pas de l'art. On a dit que c'était pas de l'art ce que je faisais. On a dit que c'était affreusement laid. On a dit que j'étais d'une laideur redoutable, que j'étais un monstre. Pendant chaque opération, Orlan reste consciente, lisant des textes philosophiques ou des poèmes. Dites-vous, 9 sessions de chirurgie esthétique lourde où de nombreuses opérations sont faites pendant qu'elle est réveillée. Ce genre d'opérations sont toujours faites sous anesthésie générale, normalement, pas sous anesthésie locale. Elle est donc consciente quand on lui ouvre la chair pour y glisser des implants, ou qu'on lui coupe la peau derrière les oreilles pour lifter son visage. C'est très traumatisant pour le corps, alors imaginez ce que ça peut donner de faire ça 9 fois, et en peu de temps, et réveillé en plus. C'est choquant pour le corps et l'esprit, surtout que se voir changer d'apparence drastiquement, c'est extrêmement dur pour le cerveau. Ne plus se reconnaître dans le miroir, c'est vraiment pas anodin. Et comme on peut s'y attendre, ces performances elles suscitent un vrai malaise chez les spectateurs. Voir ces images très graphiques et sanguinolentes, diffusées comme un spectacle, une femme décidant de s'auto-défigurer, et en live. Certains y voient une provocation morbide, d'autres une libération absolue du corps féminin, arraché aux standards de la société. Orlan a repoussé toutes les limites, celles de la douleur, de l'intimité et même de l'identité pour dénoncer les diktats de beauté, quitte à rendre son visage difforme. Le 23 avril 1974, dans une rue tranquille de Venice, en Californie, un petit groupe de spectateurs est réuni, silencieux, autour d'une voiture garée dans une allée. Une vieille Volkswagen coccinelle, moteur allumé, prête à démarrer, puis l'artiste arrive. Chris Burden, figure déjà controversée de la performance extrême, l'homme qui 3 ans plus tôt s'était fait tirer dessus en public pour shoot, mais cette fois il va plus loin. On l'étend sur le capot de la voiture, ses bras sont écartés, plaqués contre le métal, et là, 2 assistants prennent un marteau et de longs clous. Sous les yeux du public, il les plante à travers ses paumes. Burden est crucifié sur la voiture. Le moteur tourne encore, le métal tremble, l'odeur d'essence et de sang se mélange dans l'air chaud de Californie. Le public choqué ne dit rien. Pendant quelques minutes, Burden reste là, cloué, figé, le bruit du moteur remplaçant les cris qu'il ne pousse pas. Puis les clous sont retirés, la voiture est mise à l'arrêt, et l'artiste s'en va, en silence. Il s'agirait d'une sorte de crucifixion moderne où la religion, la souffrance et la machine ne forment plus qu'un. Certains y voient une métaphore du Christ des temps industriels, d'autres un simple acte de folie. Chris Burden, lui, voulait tester la frontière entre l'art et la foi, la douleur et la mort. Naples, 1974. Imaginez-vous dans une galerie d'art, le silence est pesant. Au centre, Marina Abramović, jeune performeuse serbe, se tient immobile et impassible. Son corps est nu, ou presque, exposé à la vue de tous. Elle est sur le point de frôler la mort, mais elle ne le sait pas encore. Devant elle se trouve une grande table recouverte d'une nappe blanche. Dessus sont présentés 72 objets soigneusement choisis. Des roses, des plumes, des rubans, symbole de douceur et d'innocence, mais aussi un couteau, une paire de ciseaux, une corde, une hache, un revolver chargé, instrument de douleur, de contrôle et de mort. Le public est libre, libre de toucher, de manipuler, d'utiliser les objets comme bon lui semble. Aucune règle, aucun filtre, aucune conséquence pour leurs actions. Pendant 6 heures, Abramović ne parle pas, ne bouge pas et ne se défend pas. Elle devient un objet vivant, une sculpture humaine, où la liberté du public se heurte à sa vulnérabilité totale. Au début, les spectateurs explorent timidement. Ils touchent un bras, caressent doucement ses cheveux, manipulent les objets les plus inoffensifs. Mais rapidement, le ton change. Certains commencent à couper ses vêtements, tirer ses cheveux, pousser sa tête vers les objets tranchants. D'autres pointent le revolver sur elle ou glissent la corde autour de son cou.
La salle devient un laboratoire de psychologie extrême, un miroir troublant de la nature humaine. Chaque geste du public oscille entre curiosité, peur, sadisme et cruauté. À la fin de la performance, lorsque Marina se relève enfin, épuisée mais vivante, la galerie est remplie de malaise, de culpabilité et de fascination. Certains spectateurs sont horrifiés par ce qu'ils ont fait, d'autres semblent incrédules ou presque amusés, mais tous ont été confrontés à une vérité universelle et terrifiante, la facilité avec laquelle l'être humain peut franchir les limites de la décence lorsqu'il n'y a aucune conséquence. Rhizome Zero n'est pas simplement une performance artistique, c'est une expérience psychologique extrême, une confrontation avec la cruauté, le pouvoir et le consentement. Et pour chaque spectateur présent, l'écho de cette expérience restera gravé longtemps après que la salle se soit vidée. And I think as an artist, if you have gift, you have no right of any kind to stop. This gift don't belong to you, belong to everybody. So just work till you drop dead. Guillermo Vargas, un artiste controversé, installe une performance qui choquera et révoltera le monde entier. Dans une galerie d'art de Managua, il attache un chien errant à un mur, sans eau ni nourriture, sous le regard perplexe des visiteurs. Chaque minute où le chien souffre devient une condamnation silencieuse du spectateur et de la société. Vargas voulait provoquer, choquer, interroger la passivité humaine, mais la souffrance réelle de l'animal dépasse la provocation. C'est une violence inacceptable, un acte de torture légalisé par le cadre de la galerie d'art. La controverse est immédiate et justifiée, clairement. Certains défendent la performance comme critique sociale, mais aucun concept artistique ne peut excuser la maltraitance d'un être vivant. Vargas refusera d'ailleurs de dire si le chien a survécu ou non à ces supplices, et il semblerait qu'il n'ait reçu aucune condamnation pour ses actes. À la fin, le spectateur quitte la galerie avec un malaise écrasant. Non seulement confronté à sa propre passivité, mais aussi à une vérité universelle et troublante. Aucune expérience artistique ne justifie la cruauté infligée à un être innocent. Ici, je vais me permettre de donner mon avis personnel, mais pour moi, c'est pas de l'art. En fait, c'est juste utiliser l'art comme bouclier. Pour moi, la cruauté animale, ça devrait jamais être justifié, même si c'est pour l'art. C'est trop facile d'utiliser l'art pour faire tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est absolument pas valable comme excuse. Donc non, pour moi, c'est pas de l'art. Belgrade, 1975. Une pièce blanche, aseptisée. Le public se tient à distance, silencieux et tendu. Au centre, nous retrouvons encore Marina Abramović, complètement nue. Elle effectue une série d'actions poussant à l'extrême ses limites physiques. Elle commence en mangeant 1 kilo de miel et en buvant 1 litre de vin. Chaque mouvement est mesuré, chaque souffle une tension palpable. Dans cette performance, Abramović transforme son corps en instrument de souffrance, de rituel et de provocation extrême. Sur le sol, des blocs de glace sont disposés en forme de croix. Elle s'y allonge, la peau mordue par le froid. Elle se déplace sur la surface glacée, exposant sa vulnérabilité totale. À côté, un fouet est posé. Abramović se frappe elle-même avec, dessinant sur sa peau des lignes rouges et des marques bien visibles. La douleur est réelle, répétée et rythmée. Avec un instrument tranchant, elle incise sa peau, gravant des symboles, dont un pentagramme sur son ventre. Le sang s'écoule, chaque goutte devient un élément visuel et symbolique de l'œuvre. Tout dans la performance est pensé pour créer un impact viscéral sur le spectateur. La glace qui brûle le corps par le froid, la chair qui saigne sous le fouet et les incisions, les symboles gravés comme langage de douleur et de transgression, la proximité silencieuse mais oppressante du public, le côté presque religieux de la performance. À la fin, le sol est taché de sang, la glace fondue et le corps marqué de cicatrices. Lips of Thomas, c'est une exploration radicale des limites physiques et psychiques du corps. Un rituel où douleur, sacrifice, contrôle et vulnérabilité se mêlent pour créer une expérience inoubliable et profondément perturbante. Il y a l'interprétation facile de la religion, le vin comme sang du Christ, la croix chrétienne en glace,
se fouetter comme outil de rédemption, le pentagramme gravé dans la chair comme symbole de péché. Après, on peut interpréter ça de diverses façons et suranalyser quelque chose qui peut-être n'a pas spécialement de message précis. C'est l'art contemporain et l'art performatif qui veut ça, on sait jamais vraiment si c'est du génie ou de la pure branlette pseudo-intellectuelle. Mais quoi qu'il en soit, Marina Abramović, c'est vraiment une personne et une artiste très intéressante. Elle a fait énormément de performances notables et il y aurait tellement de choses à en dire. Je songerais presque à en faire une vidéo complète dédiée rien qu'à elle. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et petite anecdote random, voilà, ce cadeau. James Franco est très fan de Marina Abramović. Ils ont dîné ensemble et il a même participé à une de ses performances à New York en 2010, nommée The Artist is Present. Le concept, c'est qu'elle reste assise, immobile et silencieuse dans cette galerie d'art pendant 3 mois, pour une durée totale de 736 heures, où des spectateurs viennent s'asseoir face à elle, et commencent ainsi de nombreuses batailles de regards. Certains rient, d'autres restent impassibles, d'autres encore éclatent en sanglots. James Franco, lui, essaie de rester concentré, mais clairement, on sent qu'il est mort de rire. Bref, je ferme la parenthèse un peu légère, et on repart sur les sujets assez glauques. Minneapolis, 1994. Un corps pâle, marqué par la vie et la maladie. C'est Ron Atey, performeur gay, HIV positif et ancien toxicomane. La performance commence par un silence pesant, puis il sort un scalpel. Son partenaire, Daryl Carlton, ou Divinity Fudge de son nom d'artiste, est étendu devant lui. Atey trace des incisions nettes dans son dos, profondes mais précises, laissant le sang s'écouler en traînées rouges sur la peau. Il presse des linges imbibés de ce sang et les suspend sur un fil, tendu au-dessus du public, si près que les spectateurs peuvent sentir l'odeur métallique et la proximité de la chair. Atey continue sur son propre corps. Il enfonce des aiguilles hypodermiques dans ses bras. Il utilise parfois des crochets métalliques insérés dans la peau. Sur son cuir chevelu, il place une couronne de minuscules aiguilles perforant son scalp. Dans d'autres scènes, il étale du sang sur son corps ou sur des objets et les rapproche du public. Le contact est interdit, mais l'intimité est forcée. Le spectateur est confronté à la proximité de la souffrance et de la mort. Il y a une rumeur qui circule immédiatement. Certains journaux prétendent que du sang infecté au VIH aurait été projeté sur le public. En réalité, le sang provenait de Carlton, qui est séronégatif, mais l'effet psychologique est réel. L'angoisse, la peur, la confrontation avec le tabou et le danger sont palpables. Chaque geste daté est pensé pour choquer, provoquer et surtout questionner. Et il faut savoir que toute cette performance a été diffusée sur internet. Il faut le savoir, voilà. Voilà, sacré live, hein. Moscou, 2012. Un homme nu se tient devant la cathédrale du Christ Sauveur. Piotr Pawlenski, artiste contemporain russe, connu pour ses actions controversées, reconnaissable à sa silhouette maigre et son visage inexpressif, tient entre ses mains du fil de fer barbelé. Il l'enroule autour de son torse, de ses bras, de ses jambes. La peau se tend, se marque. Chaque mouvement devient une déchirure silencieuse. Il reste immobile, exposé aux passants qui s'arrêtent, stupéfaits. La police finit par arriver avec des cisailles pour extraire Pawlenski des fils de fer barbelés afin de pouvoir l'emmener au poste. Mais quelques mois plus tard, il revient. Cette fois, il se coud littéralement les lèvres, assis devant le Parlement russe. Il ne parle pas, ne bouge pas. Son visage muet, défiguré par la couture grossière, transforme son silence en cri politique. Pour le contexte, la Russie, je pense que vous le savez, est assez ferme concernant la censure et l'image du pays. Les opposants politiques ont vite fait de se retrouver incarcérés. Ici, Pawlenski parle de ce qui l'a poussé à faire cette performance. То, что я делаю, я демонстрирую то, чем является отношение между властью и обществом. Моя задача — это формулировать то, что происходит. Точкой невозврата стал вот этот карательный процесс над группой Pussy Riot. То есть стало репрессивное действие власти, когда власть вторглась на территорию искусства. И когда этим процессом власть пыталась заставить людей заткнуться. Le groupe punk féministe et activiste Pussy Riot, connu pour ses prises de parti anti-guerre et pro-Ukraine, a tout bonnement fini emprisonné. 3 de ses membres ont été incarcérés pendant des années pour hooliganisme motivé par la haine de la religion. Cette sentence, elles l'ont reçue pour leur action menée justement devant la cathédrale du Christ Sauveur, où elles y ont chanté une prière punk, demandant à la Sainte Vierge de chasser Poutine du pouvoir. Concrètement, toutes les actions de Pawlenski, elles ont une dimension politique. En 2013, lors d'une autre action, Pawlenski se tient nu, encore une fois, sur la place rouge. Il s'accroupit, pose une main au sol, puis l'autre.
Autour de lui, le froid brûle sa peau. Les passants observent sans comprendre, jusqu'à ce qu'il réalise. Il s'est cloué les testicules directement sur le pavé de la place rouge. Il ne dit rien, n'explique rien. Il reste assis des heures, figé, sous les yeux des policiers incapables de réagir. Une image brute, presque insoutenable, devenue instantanément virale. Puis, en 2015, une autre performance secoue Moscou. Pavlensky se rend au quartier général du FSB, qui est concrètement le nouveau KGB, donc le service de renseignement russe. Il se tient debout, dans la nuit glaciale. Il verse de l'essence sur les portes et y met le feu. Les flammes lèchent la façade, illuminant son corps immobile. Il attend l'arrestation sans résister, comme si sa présence seule faisait partie de l'œuvre. Il expliquera son geste en disant « La peur transforme les personnes libres en une masse informe et désorganisée. La menace de représailles inévitables plane sur tous ceux qui peuvent être suivis par des dispositifs dont les conversations peuvent être écoutées et qui doivent franchir les frontières avec contrôle d'identité. » Au vu de ces actions qu'on peut presque qualifier de terroristes, et qui plus est d'une plainte pour agression sexuelle à son encontre, il se voit contraint de quitter la Russie pour éviter 10 ans dans un camp. Ломают ноги, ребра. То есть, то, что со мной, это... Меня выволокли из автозака и сбили немного. Колено перебито, и вот там, я не знаю, то ли ребра, то ли... Больше устраивает быть зрителем или наблюдателем. Потому что в противном случае я буду поддерживать бюрократический ритуал, который бессмысленный. Il est ainsi devenu réfugié politique en France depuis 2017. Et pour remercier la France de sa protection, vous pensez qu'il va être sage et reconnaissant? Eh bien pas du tout. Pas le moins du monde. En 2017, il se rend à la Banque de France, place de la Bastille, à Paris. Encore une fois, il n'attend qu'une chose, être vu. Il allume un incendie qui embrase la façade, se tenant devant, tout fier de ce qu'il vient de faire. Hey, écoute! Son explication pour cette action est la suivante. La Bastille a été détruite par le peuple révolté. Le peuple l'a détruite comme symbole du despotisme et du pouvoir. Sur ce même lieu, un nouveau foyer d'esclavage a été bâti. La Banque de France a pris la place de la Bastille, les banquiers ont pris la place des monarques. La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l'incendie mondial des révolutions. Bonjour monsieur, c'est l'empereur. Cet acte lui vaudra une condamnation d'1 an de prison, et on pourrait se dire que ça a suffi à le calmer, et bien pas du tout. Vous vous rappelez de l'affaire Benjamin Griveaux en 2020 ? Eh bien notre cher ami Piotr n'est autre que le compagnon de Alexandra Detadeo, la femme qui a reçu ces fameuses vidéos intimes. Oh, mais hasard de dingue! Et Piotr, lui, les a partagées en ligne, ruinant ainsi la carrière politique de Griveaux en 1 seconde. J'ai découvert ça de manière totalement aléatoire, mais j'étais obligée d'en parler, enfin, c'est un peu drôle quand même. Bon, il a juste pris 6 mois de prison avec sursis, hein, donc autrement dit, rien du tout. Voilà, la justice française dans toute sa splendeur. Cela va trop loin. Année 1980 à 1990. Une salle minuscule, saturée de bruit et d'alcool. Le public est ivre, nerveux et sans limite. Les lumières s'éteignent, une silhouette monte sur scène, crasseuse, le regard vide. Il attrape le micro, hurle quelques mots, puis tout explose. Do you honestly believe that you're a charismatic figure? I believe that I am the king. I am the Messiah. I rule the rock and roll underground. I'm bringing us to a revolution against the government, against the police, against any form of society that is trying to put us down and restrict us in any way, shape, or manner. You cannot conform. You must be a true nonconformist. To hell with what your parents have to say. Okay. I am the man. Okay. All you have to do is listen to what I have to say. Okay, well, who told you you were the Messiah? I said I was. Okay. And I am because these kids, I get letters from all over the world. People worship me. They come to my shows. I'm going to rape the girls. I might rape the guys. I might have sex. I want it all. I want it all, and I'm going to have it all. Okay, let me ask. I am everything. All right. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est Gigi Allin, né Jesus Christ Allin, oui c'est vraiment son nom, chanteur punk américain, légende de la décadence, l'homme qui a transformé chaque concert en émeute, en rituel de haine et d'autodestruction. Dès les premières minutes, le chaos s'installe. Gigi Allin se jette sur le public, frappe au hasard,
casse tout ce qu'il trouve. Il se mutile avec des tessons de verre, se coupe le torse, le front. Il défèque sur scène, s'enduit de ses propres excréments, les jette au visage de ses fans. Certains fuient, d'autres restent fascinés, hypnotisés par ce qu'ils voient, la chute absolue d'un homme en direct. Chaque concert est une guerre contre lui-même, contre le public, contre l'idée même de l'art. Il ne chante pas pour divertir, il veut choquer, détruire, déranger, transformer le punk en une expérience de mort et de désespoir. Dans une Amérique épuisée par la violence, la drogue et le cynisme, Gigi Allin devient le miroir le plus obscène de sa propre société. Il rejette tout, la morale, les règles, la décence, même la musique. Pour lui, la scène est un champ de bataille et son corps un instrument de provocation et de souffrance. Les médias le qualifient de fou, de malade, de monstre. Mais Allin se voit comme un prophète du chaos. Il prêche la destruction, la liberté totale et la fin de toute norme. Il promet à ses fans qu'un jour, il mourra sur scène, sous leurs yeux, dans un dernier acte de pure rébellion. Mais la mort vient plus tôt que prévu. Le 28 juin 1993, après un concert chaotique à New York, Gigi Allin quitte la scène, couvert de sang et de sueur, entouré de quelques fans. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort d'une overdose d'héroïne, à 36 ans. Ces concerts resteront parmi les plus violents et controversés de l'histoire. Gigi Allin n'était pas un simple provocateur, il était le produit ultime d'une société malade. Un être humain perturbé, devenu un anarchiste décadent. Et quand le silence tombait après ces concerts, quand les lumières s'éteignaient et que le public sortait, perturbé et couvert de sang, il ne restait qu'une seule impression, celle d'avoir vu la fin de l'art, la fin de la morale, et surtout, la descente aux enfers d'un homme détruit. Autriche, années 1960 à 2000. Hermann Nietzsche, peintre et figure radicale de l'art corporel et de l'actionnisme viennois, transforme ses performances en rituels de sang et de transgression extrême. Sur scène, tout devient spectacle, musique assourdissante, danse frénétique. Cris, flammes, cadavres d'animaux sacrifiés, sang répandu partout. Le public observe, fasciné et horrifié à la fois, témoin d'une violence qui dépasse l'imagination. Nietzsche prétend s'inspirer de rites antiques et de cérémonies religieuses, mais la réalité est glaçante. Des animaux vivants sont sacrifiés et manipulés pour créer un effet dramatique. Le sang est utilisé comme instrument, le corps comme matériau. Les spectateurs, impuissants et parfois complices, sont confrontés à l'horreur directe. Ce n'est pas un simple spectacle, c'est une mise en scène de la cruauté humaine où la fascination pour le sang et la souffrance devient un rituel public. On peut citer une de ces actions comme Sechstagespiel, je sais pas si je le prononce bien, de 1998. Un taureau est mis à mort puis vidé de son sang sur fond de musique folklorique. L'animal est ensuite débarrassé de ses entrailles et exposé devant un drap blanc. Plusieurs personnes sont attachées sur une croix en bois, les yeux bandés, certains sont nus, d'autres vêtus de blanc. Ils sont amenés devant la bête précédemment abattue. Plusieurs participants, eux aussi vêtus de blanc, s'affairent autour de la carcasse, malaxant entrailles et organes du taureau, et arrosant le tout d'un liquide composé de sang, d'éther, d'eau tiède, d'eau oxygénée et de vinaigre. Le breuvage est ensuite offert aux personnes crucifiées, maculant ainsi leur corps et leurs habits de sang. En effet, l'expérience cathartique ne constitue qu'un premier stade du travail d'action d'Hermann Nietzsche, car il s'agit ensuite, tel un nouveau-né au monde, de s'interroger sur sa condition d'individu dans la société, et plus largement sur son entière existence. Les controverses ont été constantes. Plusieurs performances ont été interrompues, interdites ou dénoncées comme actes de cruauté. Ces performances ont indigné les activistes de la cause animale comme Brigitte Bardot ou même des professeurs spécialistes de l'art moderne comme Thierry Deduve. Des critiques, des militants et des spectateurs ont condamné l'œuvre, soulignant que la provocation artistique ne peut excuser la souffrance infligée à des êtres vivants innocents. Une de ces performances a même été interrompue par la police. Le public à la fin reste marqué. Images, odeurs, sons et sensations se gravent dans la mémoire, rappelant que ce qu'ils ont vu n'était pas seulement art, mais une expérience de violence et de transgression morale extrême. Orgian Mysterion Theater choque, dérange et provoque une question fondamentale. Jusqu'où l'art peut-il aller avant de devenir immoral et inacceptable? Le théâtre est le lieu privilégié pour l'avènement de l'énergie. Une énergie qui vient du subconscient et plus profondément encore. Une énergie de la terre, de la nature, qui doit présider à une renaissance.
J'aime les corps, j'aime les sens. Je ne crois pas à la séparation du corps et de l'esprit. Dans la nature, tout se reproduit, tout se mêle, il n'y a pas de matériel détaché du spirituel. C'est une même énergie phénoménale. Mon travail est une grande fête de joie, la joie d'être là. Mon travail aime et célèbre la vie. Ce que nous venons de voir dépasse l'art tel qu'on l'imagine habituellement. Ces performances, parfois extrêmes, dérangeantes ou carrément insoutenables, transforment le corps en instrument, la douleur en langage et le spectateur en témoin, parfois même complice. Certains artistes ont poussé leurs propres limites jusqu'au sang, à la souffrance, voire au danger de mort, questionnant le corps, la morale, la société et la relation entre le spectateur et l'œuvre. D'autres ont transformé des objets, des animaux ou la technologie en miroir de notre humanité, révélant l'absurdité, la cruauté ou la fragilité de notre existence. Ce qui frappe, c'est la puissance de ces expériences. Elles restent gravées dans notre esprit, parfois plus par malaise que par beauté. Elles rappellent que l'art n'est pas toujours confortable. Il peut choquer, provoquer, déranger, et nous forcer à nous regarder en face, à réfléchir sur nos limites, nos peurs et notre complicité silencieuse. Au final, que l'on admire, rejette ou condamne ces œuvres, elles prouvent une chose. L'art peut explorer les zones les plus sombres de l'humain, révéler l'inacceptable et laisser une empreinte indélébile sur ceux qui osent le regarder. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Malgré les sujets un peu violents et graphiques qui ont été abordés, voilà, j'espère que vous n'avez pas trop la nausée, que c'était quand même plaisant. Dites-moi en commentaire la performance qui vous a le plus marqué et pourquoi, je suis curieuse. Vu les sujets un peu savage que j'aborde, YouTube va démonétiser la vidéo, c'est certain, comme la plupart des vidéos que j'ai mises en ligne d'ailleurs. Alors si vous voulez m'aider, j'ai Patreon et Tipeee en description. Si vous devenez un contributeur, il y aura votre nom en fin de vidéo. Autre avantage de devenir contributeur, vous aurez accès à mes vidéos version non censurée, donc pas de floutage, pas de bip sonore, etc. Et sans publicité. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, ce serait super, et sinon juste liker, commenter, booster, c'est gratuit et ça aide la chaîne également. Merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous et faites sonner la cloche. Bisous. Et merci encore de votre attention. Et voilà, abonnez-vous, faites sonner la cloche, tout ça. Allez, bisous. Le montage va être très long. Je le sens déjà, ça va être terrible.